Please be seated. Vous pouvez juste s'asseoir. Maître Altit, comme prévu, il vous reste une demi-heure. Je ne sais pas si c'est vous ou Monsieur Jacobs qui va prendre la parole. Merci, Madame le Président. C'est le professeur Jacobs qui va continuer. Merci, Madame la Présidente. Je vais à présent développer la deuxième remarque préliminaire de la défense, concernant le document contenant les charges. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais exposer des éléments qui devraient conduire la Chambre à rejeter en tout ou en partie le document contenant les charges. La défense aura l'occasion, dans les jours qui viennent, de souligner les défaillances et les incohérences, tant factuelles et juridiques, de ce document. Ces défaillances et incohérences sont non seulement dommageables pour la défense, qui a dû se préparer sur la base d'un document inadéquat, mais aussi pour la crédibilité de l'institution dans son ensemble. Le procureur est censé avoir mené une enquête en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement sur le président Gbagbo, avec les moyens étendus dont dispose son bureau et la pleine coopération de la Côte d'Ivoire depuis près de 2 ans. Il est incompréhensible que le fruit de cette enquête soit le DCC qu'il a présenté à cette Chambre dans l'affaire la plus importante de la jeune histoire de la Cour pénale internationale. Dans le cadre des remarques préliminaires, nous aimerions insister sur 2 défaillances du DCC qui devraient pousser la Chambre, à ce stade de la procédure, à le rejeter en tout ou en partie. Tout d'abord, l'absence de précision sur les éléments essentiels qui sous-tendent les charges. Et deuxièmement, l'absence de précision sur le mode de responsabilité sous 25.3d. Tout d'abord, donc, les éléments essentiels sous-tendant les charges. Les charges sont au cœur des poursuites contre un individu à la Cour pénale internationale, plus particulièrement lors de l'audience de confirmation des charges. En effet, c'est sur la base des charges éventuellement confirmées et qui ne pourraient plus être modifiées qu'un procès aurait lieu. Il est donc particulièrement important que ces charges soient suffisamment précises pour que la personne accusée puisse se préparer dans les meilleures conditions, tant pour l'audience de confirmation que pour un éventuel procès qui s'ensuivrait. Cette exigence de rigueur s'applique notamment aux faits et circonstances décrits dans les charges, au-delà desquels la Chambre de première instance ne pourrait aller, dans un éventuel jugement, en vertu de l'article 74.2 du statut. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser cette notion de faits et circonstances décrits dans les charges. Ainsi, dans une opinion dissidente remarquée dans l'affaire Katanga, la juge Vandenwager notait l'importance de distinguer entre les éléments essentiels qui sous-tendent les charges des faits subsidiaires et regrettait à l'époque que ni le procureur ni la chambre préliminaire n'ait fait l'effort de distinguer les deux
dans la phase préliminaire. C'est logiquement sur le procureur que repose en premier lieu cette obligation primordiale, dans la mesure où c'est lui qui dépose le DCC. Or, force est de constater que le procureur n'a fait ici aucun effort pour distinguer entre les éléments essentiels sous-tendant les charges et les éléments accessoires. Déjà, la défense note que le mot « charge » n'apparaît jamais dans le DCC, après son titre. Ce n'est pas un bon début pour que la défense puisse s'y retrouver. Par ailleurs, dans le DCC, le procureur ne distingue jamais quels éléments sont au soutien de quelle démonstration juridique particulière. Ainsi, le procureur accumule les exemples d'événements et d'attaques alléguées contre la population civile, tant dans le cadre de la démonstration sur les éléments contextuels du crime contre l'humanité, que dans la discussion du mode de responsabilité du président Gbagbo, sans jamais établir de lien spécifique avec les 4 événements choisis, et se contentant de remarques générales sur la politique globale, soi-disant criminelle, du président Gbagbo. Cela laisse la désagréable impression que le procureur non seulement confond les éléments contextuels du crime contre l'humanité et le mode de responsabilité, mais que surtout, in fine, il cherche à reprocher au président Gbagbo tous les crimes commis en Côte d'Ivoire à cette époque, plutôt que des faits particuliers. Au final, il est impossible pour la défense de distinguer dans le DCC les éléments essentiels à l'établissement de chaque élément de la responsabilité pénale du président Gbagbo. Et la Chambre devrait rejeter le DCC dans son ensemble, comme ne respectant pas les exigences en matière de précision des charges. Le manque de rigueur du procureur se matérialise aussi dans son traitement du deuxième mode de responsabilité, celui de la contribution au titre de l'article 25.3d. La défense rappelle que c'est lors d'une conférence de mise en état demandée par la défense que le procureur a informé la Chambre préliminaire, presque comme une question accessoire, un afterthought en anglais, qu'il comptait ajouter un mode de responsabilité. Sans cette conférence de mise en état, on peut se demander quand exactement le procureur comptait notifier la défense de ce changement important. Car oui, ce changement est important, malgré les tentatives de minimiser les choses dans le document contenant les charges. Les 2 modes de responsabilité sont fondamentalement différents. La coperpétration indirecte n'exige pas que l'intention ou la responsabilité pénale des exécutants soit établie. Alors qu'au contraire, la contribution au sens de 25.3d exige l'existence d'une telle intention criminelle du groupe agissant de concert. Également, les éléments matériels de ce mode de responsabilité ne sont pas les mêmes, ni l'intention qui doit être attribuée à la personne. Cette distinction fondamentale était au cœur, encore une fois, de l'opinion dissidente de la juge Vandenwaegard dans l'affaire Katanga, lorsqu'elle reprochait à la majorité de la Chambre d'avoir fait semblant que les éléments de la contribution étaient forcément inclus
dans les éléments de la coperpétration indirecte. Au vu de cela, comment le procureur peut-il affirmer, au paragraphe 100 de son DCC, et je cite, qu'il s'appuie sur les mêmes faits et circonstances énoncés plus haut? Il n'a jamais, plus haut, avec précision identifié un groupe déterminé qui, indépendamment du président Gbagbo, aurait eu l'intention, en application d'un dessein criminel, de commettre des crimes relevant de la compétence de la Cour. Et une telle démonstration exige forcément que soient apportés de nouveaux faits et présentés de nouvelles circonstances. Comment la défense peut-elle contester l'existence d'un groupe de personnes agissant de concert quand celui-ci est défini au paragraphe 106 du document contenant les charges comme, et je cite, « des commandants et des membres des forces pro-Gbagbo, dont ce dernier, sans précision ni sur leur identité, ni sur leur supposée intention criminelle. » La lecture des 2 malheureuses pages du DCC où le procureur développe ce mode de responsabilité donne l'impression qu'il suffit de répéter ce qui a été dit dans les 50 pages précédentes, en enlevant le nom du président Gbagbo, pour établir ce nouveau mode de responsabilité. Or, non seulement cela ne fonctionne pas comme ça, comme je l'ai déjà indiqué, mais même cela, le procureur ne le fait pas bien. Ainsi, je répète la définition du groupe donnée par le procureur. Des commandants et des membres des forces pro-Gbagbo, dont ce dernier. Oui, vous avez bien entendu, dont ce dernier. Le procureur inclut le président Gbagbo dans le groupe agissant de concert. Ce n'est pas sérieux. Si le président Gbagbo fait partie du groupe agissant de concert, quelle est donc la différence avec la coperpétration? Et cette confusion continue par la suite. Ainsi, le procureur identifie comme première contribution à la commission des crimes le fait d'avoir défini et adopté le dessein commun. Une fois encore, s'il a défini le plan, quelle est la différence avec la coperpétration? Je ne vais pas énumérer toute la liste des soi-disant contributions évoquées par le procureur. Chacune d'entre elles soulève la même question. Si le président Gbagbo a fait ce qu'on lui reproche, en quoi serait-il un contributeur plutôt qu'un auteur? Au vu de ce qui précède, la Chambre préliminaire est invitée dès à présent à rejeter la partie du DCC portant sur le mode de responsabilité 25.3d, au vu de son absence totale de précision tant juridique que factuelle. La défense note qu'au moment de la détermination de la date de confirmation des charges, la défense avait souhaité faire appel, au motif, entre autres, qu'elle avait besoin de plus de temps pour préparer sa défense sur un nouveau mode de responsabilité. À la lecture du DCC, il apparaît que c'est surtout le procureur qui aurait dû prendre le temps supplémentaire. Je passe à présent, Madame la Présidente, Monsieur, Madame les juges, à la troisième remarque préliminaire. En raison de l'importance de cette audience de confirmation des charges, il est important que les débats se déroulent convenablement. La défense souhaite à ce titre attirer l'attention de la Chambre préliminaire sur le comportement du représentant des victimes pendant toute la phase préliminaire de la présente affaire, que ce soit sur la forme ou sur le fond de ses interventions. Ainsi, sur la forme, le représentant légal des victimes a, à de maintes reprises, répondu aux arguments substantiels de la défense en lui reprochant de vouloir multiplier, et je cite,
les incidents procéduraux, allant jusqu'à lui reprocher son manque de diligence, et je cite encore, dans le traitement du fond de l'affaire, et de, je cite une fois encore, vouloir submerger la Chambre par de multiples requêtes. Par ailleurs, à chaque fois que la défense a fait appel d'une décision, le représentant légal des victimes a estimé que ce n'était pas justifié et fait dans un but dilatoire. Déjà, la défense s'étonne du mépris apparent du représentant légal des victimes pour ce qu'il appelle, et je cite, la procédure. Constatant d'abord que distinguer fond et procédure n'a aucun sens, car les deux sont deux phases d'un même processus et reposent sur un principe, et un seul, le respect des droits de la défense. Il est ensuite curieux de constater que les efforts des victimes visant à participer légitimement à la procédure sont remis en cause par leurs représentants qui semblent traiter cette même procédure avec un certain mépris. Mais surtout, c'est un mépris affiché pour les droits de la défense et pour les principes gouvernant le procès équitable que manifeste le représentant des victimes. Comment peut-elle reprocher à la défense l'exercice de son droit fondamental de faire appel, reconnu par toutes les juridictions, tant nationales qu'internationales? Comment peut-elle qualifier la remise en cause de la compétence de la Cour comme, je cite encore, un incident de procédure? La possibilité de contester l'exercice de la compétence d'une juridiction internationale est un droit fondamental de la défense, comme l'avait reconnu la Chambre d'appel du TPY dans l'affaire Tadić. Comment peut-elle qualifier la procédure qui a permis d'évaluer la capacité à être jugé du président Gbagbo d'incident procédural? C'est une fois encore l'exercice par la défense d'un droit fondamental. L'attitude du représentant des victimes est d'autant plus scandaleuse qu'il a lui-même multiplié les incidents procéduraux, allant jusqu'à adresser à la Chambre d'appel une demande de participation à une procédure inexistante, ou encore en multipliant les demandes d'accès, en grande majorité sans succès, aux documents confidentiels de la défense. Le comportement du représentant des victimes s'explique par sa volonté d'avoir les mêmes droits que les parties au procès. Pour ce faire, il est parfois prêt à transformer la jurisprudence qu'il cite au soutien de ses demandes. Ainsi, dans une demande récente d'accès, une fois encore à des documents confidentiels de la défense, une fois encore rejeté, le représentant des victimes a affirmé qu'une jurisprudence de la CEDH reconnaissait un droit d'accès aux preuves aux participants, alors que la jurisprudence elle-même parle de parties. Ce qui nous amène au cœur de la question. Ce que le représentant des victimes cherche à obtenir, in fine, c'est un statut de partie au procès à part entière. Comme le montrent, là encore explicitement, les éléments portés au soutien de ces requêtes. Or, la défense rappelle que les victimes ne sont absolument pas parties au procès. Elles sont simples participants et leur participation, ainsi que la nature de leur contribution à la procédure, doit être strictement encadrée afin que soit préservée la bonne tenue des débats. La responsabilité de cet encadrement incombe en premier lieu au juge. Or, alors que la défense a soulevé ces questions à de nombreuses reprises, en réponse aux requêtes du représentant des victimes, la Chambre préliminaire n'a jamais pris l'occasion de rappeler au représentant des victimes sa place
légitime, mais limité dans la présente procédure. Avant d'aborder la dernière de nos remarques préliminaires, la défense tient à regretter que la Chambre préliminaire ait répondu à une demande a déploré que la Chambre préliminaire ait répondu à une demande des victimes hier dans la soirée, sans consulter les parties, ni la défense, ni l'accusation, et donc en violation du principe du contradictoire. J'aborde à présent le dernier point, la dernière remarque préliminaire, celui de la connexité. Il ressort clairement du présent dossier que, pour tous, les autorités ivoiriennes, comme le procureur de la CPI, il existe une seule et même affaire relative au rôle allégué du président Gbagbo et de son entourage dans la crise post-électorale. C'est vrai pour la Côte d'Ivoire, où, comme je l'ai rappelé plus tôt, toutes les enquêtes au niveau national portent nécessairement sur le président Gbagbo. C'est vrai également pour la CPI, qui évoque de façon abondante, où le procureur évoque de façon abondante, le rôle des présumés co-auteurs des crimes allégués, notamment Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il ne fait donc aucun sens que cette unique affaire, aux yeux de tous, soit fragmentée en plusieurs procès, devant plusieurs juridictions. Face à cette situation, la défense invite la Chambre préliminaire à prendre la mesure de la connexité entre les différentes poursuites relatives à la crise post-électorale et en tire les conséquences. Ces conséquences pourraient être de deux ordres. Premièrement, dans l'esprit du principe de complémentarité, la Cour pourrait se dessaisir au profit des juridictions ivoiriennes. Il serait juste que le président Gbagbo puisse se défendre en Côte d'Ivoire en étant présent et en faisant entendre sa voix au cours de procédures dont il est nécessairement le personnage principal. Deuxièmement, et à tout le moins, il serait logique que la Chambre préliminaire sursoit à statuer dans la présente affaire en attendant que les procès en cours en Côte d'Ivoire fournissent leurs premiers enseignements sur l'implication notamment de nombreux anciens collaborateurs du président Gbagbo dans les événements post-électoraux, et notamment, encore une fois, Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, tous les deux inculpés en Côte d'Ivoire et présents dans le DCC du procureur. Comme la démonstration du procureur repose sur leur rôle et par conséquent, on ne peut juger le président Gbagbo sans savoir ce qu'ils ont fait. Je conclus ces remarques préliminaires par quelques brèves remarques. La trame de ces remarques au-delà des différentes questions soulevées par la défense, est la présence de tous les personnages, de tous les acteurs qui vont façonner l'histoire de cette procédure judiciaire. Et au-delà, l'histoire dont celle-ci va accoucher aux yeux du monde qui la suit avec attention. Aujourd'hui, cette histoire est encore parcellaire, sans structure, incomplète, à l'image du DCC présenté par le procureur, qui semble être un auteur en quête de personnages. Ainsi, comme dans la pièce de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur, les personnages de la présente procédure semblent être en quête d'auteur, laissés confrontés à eux-mêmes dans la recherche de la vérité. Comme dans la pièce de Pirandello, la confrontation des personnages et des acteurs risque de déconstruire la réalité et créer la confusion. Pourtant,
Contrairement à la pièce de Pirandello, il existe dans la présente procédure des metteurs en scène. Vous, Madame la Présidente, Monsieur, Madame le juge, vous avez la noble et lourde tâche de diriger les débats et de faire sens des vérités fragmentées des différents personnages, afin que l'audience, qui va se tenir dans les prochains jours, n'accouche pas, en définitive, d'un mensonge. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Jacobs, et je vais maintenant donner la parole au bureau du procureur. Vous avez une demi-heure pour répondre. Madam President, Senior Trial Lawyer. L'accusation, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, c'est Monsieur MacDonald qui va maintenant s'adresser à la Chambre. Madame la Présidente, honorable juge, je vais dans un premier temps aborder brièvement la question de la recevabilité. Dans un deuxième temps, aborder le premier point qui est la question de la coopération. Le deuxième point concernant le document contenant les charges sera abordé par mon collègue Reinhold Gallmetzer. Évidemment, les représentants légaux pourront répondre du troisième point. Et le dernier point, je m'interroge même si l'accusation a quelque chose à dire sur ce dernier point. Je rappelle à la Chambre que, évidemment, il y a la règle 122, paragraphe 3, tel que j'ai évoqué, et j'ai interrompu mes collègues. Et malgré le fait qu'il s'agit de présentation, il s'agit d'un exercice vivant, et les parties ne resteront pas assises et l'accusation interviendra lorsqu'elle le jugera à propos, toujours dans le respect, évidemment, de la procédure. Nous remercions la Chambre de pouvoir répondre donc d'ici le 23 mars à cette requête de dernière minute, il faut bien le dire, malgré le fait que cela fait déjà plusieurs mois qu'on sait qu'il va y avoir une confirmation des charges. Ce n'est que 4 jours avant le début de celle-ci que, enfin, la défense dépose par écrit sa requête. Également, il serait peut-être important que la Chambre demande à la défense, y a-t-il d'autres moyens de preuve, outre les 14 annexes sur lesquelles il s'appuie pour démontrer cette conduite commune entre les accusations qu'il y aurait en Côte d'Ivoire et celles devant la Cour pénale internationale. Avant de répondre par écrit, car notre argumentaire, on le déposera dans le cadre de cette écriture, mais je tiens à affirmer immédiatement que l'accusation démontrera clairement que cette Cour, la Cour pénale internationale, a juridiction, que cette affaire est tout à fait admissible devant celle-ci. La défense tente d'étirer ou d'étendre la définition du concept de comportement, ou ce que la jurisprudence, et non la moindre, la chambre d'appel de cette Cour, appelle en anglais le substantially same conduct test. L'accusation démontrera par écrit qu'il n'y a aucun doute que la présente affaire est admissible. Que M. Gbagbo ne saurait être libéré des charges
qui pèsent contre lui, et ce pour la simple et bonne raison qu'il y a une marge, ou plutôt aucune commune mesure entre la conduite des charges auxquelles M. Gbagbo fait face en Côte d'Ivoire et les charges ou crimes contre l'humanité de meurtre de civils, conduite de M. Gbagbo dans les crimes ou charges de viol de civils, de femmes civiles, conduite de M. Gbagbo dans les charges de crimes contre l'humanité, de persécution d'une partie de la population de Côte d'Ivoire, et également, et enfin, des charges ou crimes de crimes contre l'humanité, d'actes inhumains. Nous démontrerons par écrit, enfin, et pour terminer, que cette écriture déposée 4 jours avant le début de cette audience est un écran de fumée et est essentiellement et probablement destiné à plaider pour la galerie. Deuxième point, la question de la coopération. Où sont les écritures déposées par la défense avant cette audience demandant l'assistance de cette Chambre dans la conduite de ces enquêtes sur le terrain? Si la défense a des difficultés pour exécuter ces enquêtes, où sont les écritures? La Chambre ne saurait aujourd'hui retarder les procédures, car encore une fois, et c'est une autre technique de la part de la défense, et on ne s'en cachera pas, c'est de tenter à nouveau de retarder les procédures. Cela fait depuis juin que cette confirmation des charges doit avoir lieu. Et encore une fois, on veut la retarder et on demande son report. Maître Altid, vous voulez vous adresser à la Chambre? Je peux m'asseoir si vous voulez. Allez-y. Oui, Maître Altid. Merci, Madame le Président. Écoutez, il me semble devrait y avoir réponse à des points qu'on a abordés, qui sont des points qui nous paraissent essentiels. Ce n'est pas le lieu pour un procès d'intention. Ce n'est pas le lieu pour des affirmations gratuites. Non, vraiment, je crois là qu'il y a ici un vrai problème. Et je demande au procureur, il aura le temps d'exposer en long, en large, en travers ces théories, de ne pas fourvoyer la Chambre. C'était des tentatives dilatoires. Les experts mandatés par votre cour, par votre Chambre, ont reconnu la réalité des choses. Enfin, non, mais il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres choses qu'on ne peut pas accepter. Je m'excuse de vous couper la parole, mais je veux vous rassurer que vous aurez la possibilité d'en parler et de faire votre réponse à la fin, après avoir écouté les procureurs et la représentante légale commun. Vous aurez l'occasion de riposter. Merci. Vous pouvez continuer, maître. Merci. L'accusation soumet que le premier point, ou le point concernant la coopération, doit être rejeté, car, encore une fois, il s'agit d'une tactique de la défense pour tenter de retarder les procédures. L'inaction de la défense dans les 8 derniers mois de soulever cette question devant la Chambre est clairement un indice qu'il n'avait aucune difficulté à digérer l'ensemble des
3500 éléments ou items de preuve que l'accusation a pu lui divulguer jusqu'à maintenant. S'il y a des éléments additionnels qu'ils avaient besoin, de un, ils auraient pu en faire part à l'accusation, ce qu'ils n'ont pas fait. Deuxièmement, ils auraient pu saisir la Chambre, ils auraient pu saisir le greffe pour des demandes de coopération et l'accusation n'est aucunement au courant ou n'a jamais été notifiée à ce sujet. Alors, le fait de s'en plaindre aujourd'hui, encore une fois, à la dernière minute, est encore une fois, et on le répète, une tactique de la part de la défense. Dans des dossiers antérieurs, l'accusation a participé à des audiences où la défense avait des difficultés à obtenir la coopération de certaines autorités nationales ou organisations, et compte tenu des contacts, et peut-être dans certains cas effectivement une position plus privilégiée, l'accusation était à même d'intercéder auprès de ces autorités ou organisations pour qu'elles coopèrent avec les équipes de défense. Car il en va dans l'intérêt de la justice, effectivement, que la défense puisse, dans certains cas, lorsque ça se justifie, avoir accès à certains documents. Je vais maintenant, et je reviens juste sur une chose. L'accusation vous soumet que ce moyen, sur la question de la coopération, devrait être rejeté également sur la base qu'elle ne rencontre pas les critères à 122.3. Il ne s'agit pas d'une question de recevabilité de l'affaire ou une question de procédure, de la conduite des procédures lors de cette confirmation des charges. Je crois que le point le plus central qui a été soulevé ou d'intérêt pour la Chambre cet après-midi est le deuxième point, celui concernant le document contenant les charges. Alors, tel que je l'avais mentionné précédemment, mon collègue Gerd Metzer va maintenant développer la réponse, si vous voulez, de l'accusation sur ce point. Je vous remercie. Merci. Avant de vous donner la parole, une petite précision pour clarifier. Vous avez dit que ce n'était pas le 23 mars, mais le 28 mars, la date qui a été fixée par la Chambre pour des réponses à la contestation de recevabilité. Seulement pour clarifier ces points-là. Merci. Il s'agit d'un lapsus. Effectivement, j'avais bien noté la date du 28 mars. Merci. Bonjour, Mesdames, Monsieur le juge. Je vais donc répondre aux arguments soulevés par la défense en ce qui concerne les soi-disant défauts qu'il y aurait dans le document contenant les charges, notifiant les charges. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à rappeler à nos éminents confrères de la défense et à la Chambre que cette Chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt contre M. Gbagbo en se basant sur l'article 25.3a, en se basant sur le mode de responsabilité qui pourrait éventuellement être revu dans le cadre de l'audience de confirmation des charges. Nous avons étudié ça de près et suite à nos réflexions et à nos délibérations internes, nous avons décidé de présenter devant la Chambre un nouveau mode de responsabilité en supplément de celui qui avait déjà été précisé le 25.3a. Nous avons divulgué le document notifiant les charges à la défense en application d'une ordonnance de la Chambre, et je parle ici de la dernière version, et en application aussi de la règle 121 du règlement de procédure et de preuve, qui exige que la divulgation doit se faire 30 jours avant l'audience de confirmation des charges. Nous avions certes divulgué des versions précédentes de ce document, et ces versions étaient un peu différentes
pas dans des faits, mais en matière surtout de qualification légale. Mais ceci n'est pas un préjudice pour la défense. Au contraire, la défense maintenant a un avantage. Il connaissait la thèse de l'accusation depuis fort longtemps, bien avant ces 30 jours. Et la qualification légale supplémentaire donc n'est pas une modification ou un amendement des faits et circonstances qui sont dans le DNC. Nous nous appuyons exactement sur les mêmes faits et les mêmes circonstances pour étayer notre nouvelle qualification légale au titre du 25.3d. La défense parle de nouveaux faits, mais il n'y a pas de nouveaux faits. Ce sont les mêmes faits, exactement les mêmes. Même s'il y avait de nouveaux faits, d'ailleurs, comme je l'ai dit, de toute façon, nous avons divulgué ce document 30 jours avant la confirmation des charges. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser pour étudier nos arguments. Maintenant, je reviens un peu en arrière. La défense déclare que les charges sont trop vagues et floues. Les charges ne sont mentionnées, paraît-il, que dans le titre. Eh bien, malgré tout le respect que nous devons à nos éminents confrères, ceci n'est pas vrai. Et comme vous le voyez très clairement d'ailleurs dans la structure de notre document de notification des charges, les paragraphes 92 à 108 énoncent les charges, chapitres H et I du document. Tout est en détail d'ailleurs. Et l'accusation explique bien comment elle a l'intention d'établir les éléments des crimes et les éléments du mode de responsabilité. L'accusation a pris cette approche en se basant sur la jurisprudence de cette chambre, non, de la chambre préliminaire 1, qui, dans sa décision de confirmation des charges dans l'affaire Banda et Djerbo, il s'agit donc du document ICC 02 05 03 09 121, paragraphes 36 à 38. Donc cette décision explique bien comment certaines charges sont liées à d'autres portions de documents contenant les charges. Donc, ce n'est pas le document entier, mais uniquement une partie bien précise des charges que vous retrouvez, donc, comme je l'ai dit, pour 92 à 108 dans notre document de confirmation de notification des charges. Ce document a un but bien précis, d'ailleurs. C'est pour cela que nous avons fait extrêmement attention pour expliquer en détail la thèse de l'accusation, afin que la défense soit notifiée à l'avance de notre thèse et de notre cause, et pour que la Chambre aussi comprenne bien quels sont les détails sur lesquels nous nous fondons dans notre thèse. De plus, nous avons donné à la défense, ainsi qu'à la Chambre, une liste des éléments de preuve. Et dans cette liste d'éléments de preuve, nous avons expliqué très clairement comment chacun des éléments de preuve sur lesquels nous avons l'intention de nous baser dans le cadre de cette audience de confirmation des charges est lié à des faits bien précis, ce qui donne quand même encore plus d'éléments à la défense. Et vous avez aussi accès autour des notes de bas de page dans le document de contenant des charges, ce qui permet à la défense de mieux encore comprendre notre cause. La jurisprudence de cette Cour a déclaré que la liste des éléments de preuve fait partie intégrante de la lecture même que l'on doit faire de l'affaire et de la cause de l'accusation. Et nous avons suivi exactement cette même jurisprudence. Donc tous les détails sont là et nous sommes persuadés que les détails sont suffisants. Et de toute façon, la défense a eu droit à ce document dans les délais requis. De plus, si je puis maintenant revenir un peu en arrière et parler des faits
et des circonstances. La défense déclare ou affirme que tout d'un coup, nous sortons de notre chapeau de nouveaux faits sans expliquer en quoi notre autre qualification juridique des faits au titre du 25.3d est liée aux faits et circonstances. Mais ce n'est pas vrai, absolument pas. En effet, dans le chapitre I de notre document contenant les charges, notifiant les charges, du moins, pour les chefs 5 à 8, poursuivre, s'il vous plaît. Oui, donc nous avons énuméré, et nous avons fait référence d'ailleurs aux faits qui établissent les éléments individuels au titre de l'article 25.3d. Dans notre présentation, d'ailleurs, nous reviendrons dans plus de détails pour expliquer comment les charges au titre sont liées entre qu'elles soient sous la qualification 25.3a ou la qualification 25.3d. Et les faits et les circonstances du document notifiant les charges de toute façon sont suffisants pour obtenir tous les éléments nécessaires pour le 25.3d. Mon éminent confrère de la Défense a bien précisé que le document notifiant les charges n'indique pas que les auteurs physiques sont des personnes qui ont agi de concert, qui auraient agi de concert. Mais là, dans un dessein commun. Mais au paragraphe 129 du document contenant les charges, nous disons bien que pour ce qui est de du coaction indirecte, ce n'est pas nécessaire. Mais ici, non seulement M. Babo et les membres de son entourage immédiat ont épousé ce plan commun, mais aussi les autres membres des forces pro-Gbagbo, y compris les auteurs physiques des crimes eux-mêmes. Et si vous